Ok. Donc première partie, en fait, un petit rappel sur les tables en tôlerie, en fait, donc les généralités. À quoi servent ces tables en tôlerie? Bah, ça sert à plusieurs choses, en fait. Selon les types de tables, comme je vous le disais, que ça soit de la table de gabarit, que ça soit de la zone de pliage, que ça soit de la perte au pli ou autre, chacun va avoir une utilité. On peut par exemple citer la table de gabarit qui va nous servir à contrôler en fait finalement les standards utilisables au bureau d'études et à utiliser en fait ce qu'on a en stock. Effectivement, il est toujours plus judicieux d'utiliser tout ce qu'on peut avoir en stock aujourd'hui en termes de tôle plutôt que recommander, sauf dans des cas spécifiques. Après, on va avoir les tables dites plus cette fois-ci métiers qui vont en fait nous servir à garantir en fait les bonnes valeurs de développer. On va pouvoir aussi garantir la cohérence avec l'atelier en fonction de la machine et les précaux qui vont vous être donnés, notamment par Amada ou autre. Et surtout, ce qui est intéressant, bah, c'est sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. Donc, premier rappel. Donc, j'ai fait un article sur le guide 3D à ce sujet. La première chose, en fait, c'est comment sont mesurés les angles sous SolidWorks. Bah vous, en fait, là je vous ai mis deux exemples. La mesure telle que vous la voyez sous SolidWorks et ce qui va être mesuré en fait pour le calcul de l'angle. Donc il est important de garder ça à l'esprit en fait lorsque vous contrôlez vos développés. Donc je vous ai fait un article à ce sujet-là où tout est réexpliqué. Donc il vous suffit pour cela sur le guide 3D de faire une recherche, par exemple, avec comme mot-clé angle. Et vous tomberez sur cet article qui vous indique comment sont mesurés les angles en tôlerie lors de l'utilisation des tables. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Les paramètres des différentes tables. Donc on va redétailler pas à pas qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, à quoi ça sert et comment ça se met en œuvre. La première, celle que je vous ai citée, la table de gabarit. Donc la table de gabarit, c'est globalement assez simple. C'est trois colonnes. La première, c'est ce qui apparaît dans le menu SolidWorks. La deuxième, c'est ce qui va en fait correspondre à l'épaisseur de notre tôle. Et la troisième, en fait, ce sont les rayons. Du coup, si on prend l'exemple en fait d'un gabarit en fait de 10, on va retrouver en fait une épaisseur de 0,13 et on va avoir des rayons en fait qui vont être associés à cette épaisseur. On a bien entendu toujours la possibilité de forcer la valeur du rayon, mais nous ce qu'on a défini, c'est qu'aujourd'hui, de manière standard, on avait pour un gabarit de 10 des rayons qui allaient être de 0,15, 0,20, 0,25 ou 0,5. Parce que ça correspond finalement aux outils qu'on a en standard dans notre atelier. Donc là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on n'est plus sur la gestion en fait et sur le ciblage de ce qu'on va utiliser au bureau d'études, mais bien en fait d'obtenir des développés qui vont être cohérents et bons. Donc là je vous ai mis globalement, donc là la première c'est ce qu'ils appellent le bend allowance, donc qu'on voit régulièrement sous le menu SolidWorks sous le nom BA. Donc il faut savoir qu'il peut être soit saisi manuellement, soit basé sur une table. Donc le but étant d'utiliser la table parce que c'est quand même nettement plus simple et automatique. Donc la table générique qui est à l'écran en fait se compose de la façon suivante. On va retrouver en fait tout en haut ici la partie unité, le type, donc c'est une zone de pliage, on verra plus tard la perte au pli, le matériau, c'est toujours intéressant. Là en fait on n'en a pas mis parce que finalement c'est une table générique et les données ne servent en fait que sur les valeurs qui vont être métiers en dessous. Donc là, en fait, on voit que ce qui est important pour moi, ça va être donc du coup l'angle,
l'épaisseur et le rayon. Donc là, moi je suis en fait dans le cas d'une zone, là le tableau a été établi pour des valeurs de pli de 90 degrés. Donc j'ai pris l'exemple d'une pièce qui doit faire de mémoire, j'ai dû lui mettre 50 mm par 50 mm, du coup en épaisseur 2 avec un rayon de 2 et un angle à 90 degrés. Donc bien entendu, les valeurs sont mesurées, donc le 50 c'est le hors tout jusqu'à l'intersection virtuelle. Et donc on voit que très simplement, si on fait le croisement entre mon épaisseur et mon rayon, ça va me donner une valeur en fait ici de 4,4 qui va être ce qu'on appelle la zone de pliage. Donc on va voir après ce que c'est que la zone de pliage. En dessous, vous avez pour rappel les formules qui servent à déterminer en fait cette partie-là. Donc la zone de pliage, en fait, quand vous développez votre pièce et que vous laissez les lignes tangentes activées, cela ressemble à ça. On obtient finalement une grande bande plate avec au milieu une zone qui va être fracturée. La zone de pliage, en fait, c'est cette zone-là, où on obtient 4,4. Donc si vous n'obtenez pas en fait la valeur de votre tableau dès le départ, c'est qu'il y a un souci quelque part. Soit votre tôle en fait n'est pas du bon côté, donc ça veut dire que le rayon que vous avez saisi finalement c'était plutôt le rayon intérieur ou extérieur, donc il faut revérifier ça. De façon à s'assurer toujours, faites l'essai quand vous validez vos tables sur des pièces simples. Ne faites pas le test tout de suite sur une pièce de production. Validez bien sur des cas simples, faciles à calculer manuellement, qu'il n'y a pas de souci. On peut trouver une deuxième table, ce qu'ils appellent les bend deduction, donc la perte au pli. Donc là j'ai pris un exemple, encore une fois sur une table générique, où on est sur de la perte au pli avec l'unité pouce sur des matériaux tels que du cuivre, du bronze, et ainsi de suite. Donc je suis parti là cette fois-ci avec une équerre qui faisait 1 pouce par 1 pouce, avec une épaisseur de 1/8 et un rayon de 1/8 aussi. Donc là en fait si on fait le même croisement sur ce tableau, ici, en partant du 1/8 vers le 1/8, on devrait en fait retrouver aussi notre valeur de 0,285. Donc pour voir cette valeur-là, en fait, c'est quand vous faites le déplié, vous allez mesurer la longueur totale et y soustraire en fait cette valeur. Enfin, vous prenez votre valeur théorique de 1 plus 1 égale 2, moins votre valeur en fait de perte au pli. Et vous devriez obtenir votre développé. Donc bien entendu, je pourrais vous remettre ces exemples à disposition sur le guide 3D si vous le souhaitez, de façon à ce que vous puissiez tester par vous-même avec vos valeurs ateliers. La troisième notion qu'on retrouve, c'est le facteur K. Donc le facteur K, c'est un petit peu différent. Du coup, pour expliquer, le facteur K, c'est la position en fait de la fibre neutre par rapport en fait à l'intérieur de notre tôle. Donc là, je suis parti sur un autre exemple, encore un peu différent, avec une épaisseur de 5 mm, un rayon intérieur de 1 mm, un angle toujours de 90 degrés. Et là, ce qui est vraiment différent sur le facteur K, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège. On ne travaille pas sur soit le rayon, soit l'épaisseur, mais on travaille sur un ratio qui est la division du rayon par l'épaisseur. D'où ces valeurs en fait relativement faibles ici sur le tableau. Du coup, en fait, comme je suis sur du 5 mm divisé par 1, je suis dans la catégorie donc 0,2. Et donc je vais retrouver ici, en fait, mon facteur K qui va être égal à 0,5.
Donc ça veut dire que ma fibre neutre va se trouver à 2,5 mm en fait de l'intérieur. Ce qui nous permet en fait d'obtenir ceci. Donc là je vous ai schématisé la position de la fibre neutre avec le décalage en question. Donc pour contrôler le développé sur des exemples simples, vous pouvez comme moi en fait tracer la fibre neutre ici sur une esquisse de côté afin en fait de pouvoir contrôler si la longueur de l'esquisse et la longueur du développé sont bien égales. Donc ça c'était toutes les tables en fait qu'on peut globalement retrouver qui sont des tables Excel, hein, qu'on peut retrouver en fait de manière générique sous SolidWorks. Donc où les retrouver? Donc ça va être en fait dans le répertoire d'installation de SolidWorks. Donc on va aller dans le répertoire d'installation hein, qui est par défaut C, Programme File ou Programme si vous êtes sur Seven. SolidWorks Corp. Normalement vous n'avez pas le 2012. Puis SolidWorks. Là on va avoir donc la partie langue, French. Et donc on retrouve en fait les deux dossiers importants qui vont être donc Judge Table, c'est pour les gabarits, et Bend Table pour tout ce qui va être pliage. Donc il y a des exemples à la fois en métrique, à la fois en pouces, de façon à ce que vous puissiez utiliser ce qui vous convient. Donc la dernière chose en fait, c'est ce qu'on appelle des tables de type BTL. Ouais, finalement, hein, c'est ni plus ni moins. euh, donc le fichier BTL peut être fait de différentes façons. On peut l'avoir, on peut le faire manuellement en fait dans un fichier texte avec la bonne tabulation. Mais dans certains cas, en fait, il est fourni directement en fait par le fabricant de la machine parce que les machines exploitent ce type de données. Donc vous pouvez en fait demander à votre fournisseur de machines si ces données sont récupérables, ou dans le cas où vous faites de la sous-traitance, vous pouvez aussi passer un coup de fil à votre sous-traitant, lui demandant si lui dispose de ces données, afin que vous puissiez en fait faire vos conceptions en adéquation avec la réalisation. Donc on retrouve hein, les mêmes paramètres avec le rayon de pliage et l'angle de début, l'angle de pliage. Donc même principe, on fait l'intersection nano-valeur. Donc comme je vous le disais, hein, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit durant la formation, soit en fin de formation, en fait on reviendra dessus. Ok, donc là on arrive sur des choses un petit peu plus intéressantes, à savoir la possibilité de combiner en fait une table de gabarit et une table de pliage. Ce qui vous permet du coup à la fois en fait de maîtriser ce que vous avez en stock et d'avoir en fait du coup des développés en fait qui vont être en association. Donc on le remarque, hein, ce type de table est légèrement différent. En fait, vous avez une en-tête plus conséquente. Donc il contient cette fois-ci le type et le type tout en haut et le type de pliage. Donc on sera bien sur une table de gabarit. Après, vous pourrez choisir soit une zone de pliage, soit de la perte au pli, ou du facteur K. Et donc ce qui va se passer, hein, c'est qu'on va après découper sous forme de blocs la partie gabarit 1, gabarit 2, avec des épaisseurs en concordance et des rayons associés. Donc ça, il faut savoir que ça existe si vous voulez optimiser un petit peu ce genre de choses. Ce qui peut aussi, hein, dans certains cas, vous servir à rien.
Ah, excusez-moi, j'ai laissé une photo en trop. Tac, voilà. Donc autre table qu'on retrouve aussi, hein, qui est apparue donc il y a nettement moins longtemps, qui s'appelle en fait le calcul du pli. Donc ça c'est une feuille Excel en fait qui est fournie par SolidWorks, qui permet de calculer en automatique en fait le développé en fonction de ce que vous avez spécifié au-dessus et des formules en fait que vous avez en bas. Donc du coup vous allez pouvoir dire est-ce que on est sur du pli en l'air, quel type de méthode on utilise, l'unité, le matériau, à quoi correspond en fait le S, le R, le facteur K, et ainsi de suite. Du coup, vous allez aussi pouvoir du coup vous situer. Est-ce que l'angle B est entre 0 ou 90? Est-ce que l'angle est entre 90 et 165 ou 165 et 180? Du coup, vous avez le détail des équations hein, à chaque fois. Donc, à titre informatif ici, dans la formule en fait du facteur K, la partie LG que vous avez hein, n'est pas une longueur, mais bien un logarithme en fait, si vous souhaitez refaire le calcul manuellement. Donc la phase la plus importante. Donc maintenant, hein, c'est bien, on a vu les différentes tables qui existaient. Comment s'assurer en fait que ça va marcher convenablement et qu'on va pas avoir de message d'erreur sous SolidWorks. Mais il y a quelques règles de base à observer pour ça. Donc les règles sont les suivantes. Pour une table de pliage, donc telle que vous l'avez à l'écran, hein, donc avec du matériau épaisseur 1, épaisseur 2, des angles et des rayons, il est impératif que sur ce type de table, donc à savoir bend allowance sur les zones de pliage, vous ayez pour pour chacune des épaisseurs, des rayons identiques. Il est impératif d'avoir des en-têtes de colonne identiques. Même si vous n'en servez pas, il faut respecter l'ordre et que tout soit aligné. Sans ça, vous allez en fait rencontrer un message, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà eu, qui vous dit en fait que globalement, soit il trouve pas la valeur, soit que la valeur est en dehors en fait des paramètres définis dans la table. Donc pour éviter ça, il est important d'observer ces règles. Bien entendu, en fait, cette notion n'est pas applicable en fait sur la partie table de gabarit, quoi. Dans le cas où vous êtes sur une table de gabarit combinée avec un type de pliage, vous n'êtes pas obligé en fait de respecter les en-têtes de colonne. Autre chose relativement importante, lorsque vous définissez en fait vos tables de gabarit, vous ne pouvez pas en fait d'abord dire que vous faites de l'épaisseur 10, puis de l'épaisseur 5, puis de l'épaisseur 30. Il faut impérativement en fait que l'ordre des épaisseurs soit toujours croissant. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que lorsque vous allez arriver dans le menu déroulant, ici typiquement, qu'on va ouvrir notre pièce, tac, et qu'on va aller chercher une table de gabarit. Alors, est-ce que je vais avoir une table de gabarit? Hop, en adéquation. Voilà. Ici, en fait, dans vos tables de gabarit, dans le cas où on ne respecte pas l'ordre des épaisseurs, en fait, la ligne n'apparaîtra pas. Automatiquement, le garnissage en fait du menu déroulant se fait à la lecture du fichier.
Donc si vous ne respectez pas ça, automatiquement, la ligne sera absente du menu déroulant. Une petite astuce, il se peut, hein, de manière régulière, que vous ayez en fait des épaisseurs identiques, mais avec des V en fait de pliage qui vont être différents. Donc pour ça, il y a une technique, hein. Si vous mettez à chaque fois 3, ça va pas marcher. Du coup, il faut procéder de la façon suivante. En fait, comme vous l'avez vu à l'écran, la première, je mets 3. La seconde, je rajoute soit un micron, soit quelque chose de similaire. Enfin, quelque chose qui n'a pas d'impact finalement sur votre fabrication. Et du coup, automatiquement, vous pourrez en fait positionner 3V pour donc de l'épaisseur 3. Autre notion très importante qu'on peut voir en fait de temps à autre au support, il ne faut pas de colonne vide. Si vous laissez un vide en fait, je ne sais pas, par anticipation parce que vous pensez à terme la compléter plus tard ou ainsi de suite, bah ça fonctionne pas, hein. Il faut impérativement que vous mettiez une en-tête, quitte à ce qu'elle ne serve pas, ainsi que des valeurs pour les plis. Donc voilà un petit peu, hein, sur tout ce qui est table de gabarit. Donc là, moi, je vous invite sur cette partie-là à partir en fait sur les modèles SolidWorks pour avoir la trame, et à partir de là, vous les aménagez en fonction de vos besoins. Ne pas forcément mettre une multitude d'épaisseurs, de rayons et ainsi de suite, hein. Mettez vraiment ce qui vous sert. C'est quand même nettement plus pratique après derrière à utiliser, à relire, et en cas d'erreur surtout pour la cibler. Donc là pareil, hein, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai centralisé quelques tables génériques que je pourrais vous donner si vous voulez, où j'ai mis quelques valeurs qui sont pas forcément celles que vous utilisez, mais du coup ça pourra vous servir de base si vous le souhaitez. Donc j'ai une table métrique. Bon, j'en ai peut-être même en fait qui sont déjà prêtes, hein, mais avec des valeurs machines. Donc voilà globalement les plus gros problèmes et que vous pourriez rencontrer, hein, sur la partie mise en œuvre des tables de tôlerie, c'est vraiment en fait ces règles qu'on vient d'énoncer, qui sont importantes, sans quoi la table soit ne se charge pas, soit lorsque vous allez valider la fonction, il va vous dire que ça ne fonctionne pas du tout, ou que la valeur est en dehors de la plage définie. Alors, donc si on jette un coup d'œil, hein, par exemple, donc là c'était ma pièce avec le facteur K. Si jamais en fait je viens ici prendre une table, hop, générique, d'ailleurs on ne doit pas le faire avec celle-là. Donc si on prend 2, 2, de pouvoir le tester assez rapidement. Ok, donc c'est celle-ci. Donc on va charger notre table, hein. Très simplement, ici vous allez dans la zone de pliage, vous chargez votre table, vous parcourez. Donc idéalement, hein, bien entendu, on parcourt pas, hein, vous la définissez dans vos options.
Et surtout, pourquoi pas vous la centraliser sur le réseau, de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier chez vous. Bon, il m'a même pas mis d'erreur, mais c'est possible en fait qu'il ait même pas tenu compte de la valeur du coup. Donc dans tous les cas, faites bien attention encore une fois aux angles. Est-ce que vos angles sont bien mesurés dans le bon sens? Est-ce qu'ils sont présents dans les tables? Aux règles de base, pas de colonne vide, les rayons de près, globalement notez qu'il faut que toujours les rayons soient toujours dans l'ordre, les angles toujours dans l'ordre, les épaisseurs toujours dans l'ordre. À partir de là, on devrait arriver sur quelque chose où on a nettement moins de soucis. Donc avez-vous des questions sur ce qu'on a vu sur les tables en tôlerie? Donc je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à tout ça. Comme la dernière fois, hein, de nouvelles formations vont arriver, là vont être planifiées. Donc j'en avais parlé la dernière fois en fait. Vous allez avoir sous peu en fait mon collègue Cyril Jabri qui va faire en fait une formation sur les imports de fichiers. On va voir apparaître aussi des formations en fait orientées sur du PhotoView 360, sur des initiations aux API, du DriveWorks Express. Et donc si vous avez des suggestions, bien entendu, n'hésitez pas à me les envoyer ou à les mettre sur le guide 3D, de façon à ce qu'on puisse y réfléchir ensemble. Alors, des questions. Est-ce que deux plieuses de marques différentes, mais avec les mêmes outils, partagent les mêmes tables? Là, pas forcément en fait, hein. Je sais que Amada en fait fournissent assez régulièrement leurs tables, ce qui n'est pas forcément le cas en fait de tous les fabricants. Mais du moins, je pense qu'il est intéressant en fait de se renseigner auprès d'eux pour valider au moins qu'il n'y a pas de spécificité sur leur machine qui font que on obtiendrait des résultats différents. On va pas attendre d'avoir entre guillemets loupé une série de 200 pièces pour effectivement dire ah, il y avait un truc bizarre. Donc bien entendu, effectivement, je pourrais vous envoyer les tables que j'ai en stock et remettre les règles, comment dire, sur le guide 3D si vous le souhaitez. Alors, donc pour revenir sur de la table de gabarit, en fait, apparemment la notion de table de gabarit n'est pas forcément claire pour tout le monde. Alors, pour revenir sur la table de gabarit, à quoi ça sert? Il faut se mettre dans la position où vous êtes aujourd'hui responsable du bureau d'études et pourquoi pas en fait de l'atelier, et que vous êtes en charge par exemple des approvisionnements et tout simplement en fait de l'économie réalisée dans la société. Aujourd'hui en fait on constate que euh, plus on va laisser le choix à un utilisateur de mettre ce qu'il veut en termes de tôle, plus bah, il va aller à droite à gauche. À partir du moment où vous dites, bah moi communément dans l'atelier, j'ai du 20 dixième, 30 dixième, 50 dixième, et que vous bridez ces choix au sein du bureau d'études, d'une part vous évitez les erreurs de saisie, et d'autre part en fait vous lui imposez un standard, au même titre que la visserie. Donc l'intérêt en fait de la table de gabarit c'est ça. En plus de ça, derrière, c'est qu'on va pouvoir dire, bah, pour des règles de fabrication de type, comme j'ai pas envie de casser ni mes lames, ni mes V, ni quoi que ce soit sur ma machine,
et que j'ai pas envie non plus de multiplier le nombre d'outillages, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi imposer, pour des raisons pratiques, hein, que mes rayons, pour chaque épaisseur, soient les suivants. Si j'ai de l'épaisseur 2, je vais pouvoir dire en fait que mes rayons sont 2, 4, 6, mais pas autre chose. Après, en fait, le fait de passer sur une saisie manuelle, ça veut dire que forcément, on est sur un besoin qui est censé être spécifique, et qui, pour le coup, bah, devrait faire l'approbation au moins du responsable du bureau d'études ou du chef d'atelier. Voilà en fait l'intérêt de la table de gabarit, ça permet de cadrer en fait les possibilités de l'utilisateur. Alors, qu'entend-on par Jauge? Donc Jauge Table en fait c'est tout simplement la traduction anglaise en fait de la table de gabarit. Donc les dossiers, comme vous avez pu le voir effectivement, ici en fait ne sont pas traduits. Mais c'est bien en fait la partie table de gabarit. Alors qu'ici en fait vous avez plutôt la partie bend en fait qui est pour la partie pliage. Alors, est-il possible de travailler sans pertoplie? Là, globalement, la pertoplie est fait. Enfin, de mémoire, vous pouvez pas la mettre exactement à 0, mais du coup, vous pouvez la mettre relativement faible. Mais à voir, du coup, est-ce qu'il est nécessaire de passer sur une pertoplie alors que il est possible qu'un facteur K bien positionné serait amplement suffisant, plutôt que d'éviter plutôt que de faire une table, hein. Alors, existe-t-il une interpolation pour les angles qui n'apparaissent pas dans les tables? Alors, comment dire? Ça va effectivement dépendre des tables. En fait, il y a certaines tables où effectivement il va chercher la valeur et du coup peut-être qu'il va vous jeter. Dans le calcul du pli, forcément il va prendre la valeur que vous avez mis, donc du coup il n'y aura pas de souci. Après, il faudrait que je regarde plus en détail sur quel cas ça bloque. Là, je les ai pas forcément en tête, précisément. Alors, toutes les fonctions de tôlerie sont-elles utilisables avec une licence standard de SolidWorks? Donc il n'y a pas de souci en fait. Voilà, globalement SolidWorks, contrairement à Katia, si vous voulez, ne fonctionne pas avec la notion d'atelier supplémentaire à acheter. Aujourd'hui, quand vous achetez un SolidWorks standard, vous avez globalement toutes les fonctionnalités de conception. Il reste quelques spécificités, notamment pour la partie tuyauterie. Mais sinon, en fait, la tôlerie, que vous fassiez une simple tôle ou que vous fassiez des tôles nettement plus complexes ou des trémies, toutes les fonctions sont dispo en fait en standard. Là où nous, on va arriver à la limite, c'est lorsque vous obtenez en fait de la déformation plastique. Si jamais vous modélisez une pièce mais sans utiliser les outils de tôlerie, et que vous faites une déformation suivant deux directions par exemple, vous allez obtenir une déformation plastique que nous, on ne sera pas capable de développer. C'est là qu'existent en fait de nouveaux outils qui viennent se greffer en complément, tels que Logopress, qui va permettre le développer de forme complexe ou le désemboutissage, ou la gamme de chez Lantec. À noter hein, que les outils aussi sur la partie tôlerie évoluent en fait relativement régulièrement, pour pas dire tous les ans. Donc cette année, on a eu l'introduction en fait de la notion de tôle balayée,
qui vous permet en fait, dans certains cas, de faire comme un bord tombé. Donc tous les cas ne sont pas encore pris en charge, mais on avance dans cette phase-là. On note aussi l'ajout d'une fonctionnalité, par exemple, qui permet d'ôter les fonctionnalités d'embouti lors du développé, pour ne pas polluer la mise à plat, ou tout simplement l'amélioration sur la mise en place et, euh, et la gestion d'une table dans la mise en plan de la partie emboutissage. Alors, comment ça se passe pour une pièce de tôle comportant des angles différents? Donc le principe reste le même. En fait, à partir du moment où vous avez chargé la table, si les angles en fait et les valeurs sont disponibles dans la table, il s'appuiera en fait dessus. Au même titre que dans SolidWorks, ici par exemple, si je n'utilisais pas une table, mais que j'utilisais une paire de plis saisie manuellement, ici, après en fait, si vous voulez, on peut la modifier sur tous les plis. Vous voyez ici, dans la zone de pliage personnalisé, je peux intervenir. Bah, le principe, en fait, c'est quand vous mettez une table de type Excel, il fait la même chose, mais en automatique. Donc, pour rappel, hein, au même titre que les familles de pièces, c'est utilisable uniquement avec Excel, hein. Après, si vous voulez un autre système, vous êtes obligé de passer sur de la table type BTL, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Les formats OpenOffice ou autres ne sont pas pris en charge. Effectivement, notion intéressante dans le cas où on se retrouve avec des plis de transition pour faire notamment de la liaison rond-carré. Effectivement, on se retrouve entre guillemets avec des angles un petit peu bâtards. Et effectivement, là, la notion est un peu plus compliquée. On est, euh, on est aussi sujet à plusieurs problématiques, notamment sur le fait que bah, dès qu'on va faire du croquage sur des tôles, à chaque fois, plus on va multiplier le nombre de frappes, plus on va multiplier l'erreur. Et on sait par définition en fait que sur la tôlerie, la précision est pas forcément des plus exceptionnelles, notamment parce qu'on a un retour élastique, quoi. On a toujours un retour élastique en fait de notre tôle. On a la position de la frappe du V qui est imprécise. Donc effectivement, le cumul de tout fait que, à mon avis, ça vaut pas le coup de rentrer dans les dixièmes de degré d'angle de pliage. Après, bien entendu, sur la tôlerie très fine et sur des plis un peu particuliers, il faut rentrer dans le détail. Mais sur une trémie, en principe, un outil qu'on ne gère pas hein, à l'heure actuelle, c'est la notion d'un peu atelier où je vais venir tenir ma tôle, un peu forcer, voire souder et charger un peu quoi. Ça c'est une notion qu'on n'a pas aujourd'hui quoi. Qui effectivement en fait dans la réalité permet nettement plus de choses que bah là pour le coup en fait oui SolidWorks c'est trop rigide par rapport à ce qu'on peut faire à l'atelier ouais. Alors comment la perte au pli est gérée pour le déplier d'une tôle roulée? Là, pareil, en fait, hein, la tôle roulée, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on sait modéliser, mais en empruntant un chemin détourné. Et pour le coup, j'ai jamais fait le calcul en fait du respect de la perte au pli, mais je suis pas sûr qu'elle soit tenue. Je suis pas sûr qu'on en tienne vraiment compte de façon correcte. Là, pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose où ça va dévier fortement.
Ok, parfait. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de tauliers, effectivement. C'est intéressant, c'est intéressant. Il y a un gros sujet là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Je pense, faut que je regarde ce qu'il y a comme formation encore où je peux vous apporter des choses intéressantes ou des éclaircissements, là où pourrait y avoir des zones d'ombre. Ok. Donc si vous n'avez plus d'autres questions, je vais finir sur un dernier point. Euh, on arrive en fait, donc je sais pas si tout le monde est au courant en fait, hein, mais de façon régulière, SolidWorks tous les ans en fait envoie un questionnaire de satisfaction à ses clients. Donc vous l'avez peut-être reçu, hein. J'ai fait un article à ce sujet-là sur le guide 3D. Donc ne soyez pas étonnés si vous recevez en fait un questionnaire en provenance de SolidWorks, signé au nom de Monsieur Welch, qui est responsable en fait, hein, des clients dans le monde, et donc qui vise à évaluer un petit peu bah, du coup la collaboration entre le client et son revendeur, qui vise aussi à savoir aujourd'hui quels sont vos besoins en termes de SolidWorks. Est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce que ça vous satisfait complètement ou pas? Donc ce sondage-là, effectivement, est très important aussi pour moi parce que, bien entendu, vu de la fenêtre de SolidWorks, c'est ce qui permet en fait, c'est ce qui leur permet de m'évaluer. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'y participer, je vous en remercie par avance. Globalement, hein, il est prévu pour être assez court, hein. Il est prévu pour 10 minutes. J'ai tout expliqué globalement là sur le billet de blog que vous avez à l'écran. Globalement, hein, tout ce qu'il va y avoir dedans, sur la formation, sur le support technique, la relation que vous avez avec notre service commercial, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant et que j'espère vous gagnerez, hein, donc il y a une station en fait de CAO. Il y a des cartes graphiques en complément, il y a des souris 3D, des Space Pilot, des iPads, ou pour ceux qui auraient aussi la chance, des entrées en fait au SolidWorks World 2013, qui de mémoire en fait se déroule à Orlando, et du coup où il y aura la présentation en avant-première de la 2014, avec aussi la possibilité de participer aux formations qui sont dispensées soit par des revendeurs. Donc c'est des petites formations hein, sur globalement une heure et demie, et des intervenants de chez SolidWorks, aussi bien en fait sur la partie support technique que la partie développement, où effectivement ils pourront encore vous apporter plus de compléments sur les fonctionnalités qui peuvent être cachées dans SolidWorks. Donc si vous recevez le mail, je vous invite à le compléter, hein, que ça soit en bien ou en moins bien. Le but est d'avoir un retour objectif aujourd'hui sur les besoins de nos clients et comment se passe la relation entre moi, mon équipe et les clients. Donc pour conclure, je vais faire un billet de blog là sur les règles de base à mettre en place dans les tables. Je pourrais vous joindre effectivement les tables en complément. Avez-vous d'autres questions? Ok. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vous laisse avancer sur vos tables de pliage. Je vous souhaite surtout un très bon appétit et un bon week-end.